Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce direct. L'enfant terrible de Kalan Minkoul prend à nouveau la parole au cœur, n'est-ce pas, de Paris. En exclusivité, donc aujourd'hui, je reçois un Camerounais et pas n'importe lequel. Je vais vous prier de vous connecter et de partager très abondamment ce direct. Ça fait près d'un mois que je n'ai plus fait de live. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu ce jour dans un quartier très chic, mais alors très chic, des alentours de Paris, par un illustre Camerounais, l'un des espoirs, qui m'a fait l'honneur de me convier, de m'inviter, afin de me parler de son projet, afin de me parler de sa probable candidature à la prochaine élection présidentielle camerounaise. Je vais vous laisser découvrir donc qui m'a reçu ce jour dans un somptueux palace d'un quartier très chic, d'une bourgade très proche de Paris. J'ai eu l'honneur, j'ai eu le privilège de rencontrer donc ce compatriote qui entend briguer l'élection présidentielle en 2024, en 2025, en octobre. Il sera bien sur les starting blocks. Nous avons eu 3 heures d'entretien et d'échange en tête à tête. Il m'a rassuré et j'en ressors rassuré. Le Cameroun probablement sera dans de très bonnes mains. Je vais donc en exclusivité échanger comme ça avec Maître le bâtonnier Akere Mouna, futur candidat à l'élection présidentielle camerounaise en octobre 2024, qui m'a fait l'honneur et le privilège de me recevoir ce jour. Il m'a reçu ce jour dans son hôtel particulier à quelque part à Boulogne-Billancourt. Nous aurons donc un échange avec le bâtonnier, le futur candidat à l'élection présidentielle, Maître Akere Mouna, qui a tenu à me rencontrer avant de rejoindre le Cameroun, avant de se lancer dans cette bataille d'octobre 2025. Il sera bien sûr les starting blocks. Sans plus attendre, je vais rejoindre le bâtonnier, le probable candidat à la prochaine élection présidentielle camerounaise, Maître Akere Mouna. Nous avons eu 3 heures d'entretien. Je vous avoue, j'ai été rassuré. Il m'a présenté son projet de société point par point, les 100 premiers jours du président Akere Mouna. Si vous lui faites confiance, si Maître Akere Mouna bénéficie de votre confiance, les 100 premières mesures qu'il appliquera pour changer radicalement l'avenir du Cameroun. Dès cet instant, Maître Akere Mouna me charge de parler pour lui. Maître Akere Mouna me charge de diffuser son message. Maître Akere Mouna me charge, n'est-ce pas, tout simplement de rassembler. Il veut porter un discours de rassemblement. Il veut rassembler tous les Camerounais sans tribalisme, sans haine, autour d'un projet très très porteur, au cœur donc de Boulogne-Billancourt, où il m'a fait l'honneur et le privilège de me recevoir, mesdames et messieurs. Je vais me rapprocher du candidat Akere Mouna pour avoir cet entretien, cet échange avec lui. J'ai quitté ma petite famille aujourd'hui pour venir écouter, pour venir entendre, pour venir suivre. Et j'ai écouté, j'ai entendu, et je vous avoue, j'ai été rassuré. J'ai été rassuré, mais je ne vais pas parler à la place du bâtonnier. Je vais parler à la place du probable futur candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous pourrez poser vos questions, nous allons vous lire. Je vais vous prier tout simplement de sécuriser le direct. Je vais vous prier de mettre des cœurs, je vais vous prier de le partager afin qu'il atteigne les tréfonds les coins et les recoins de nos villages. Je profite donc de cette occasion pour adresser comme ça mes salutations à toutes les populations de mon village natal à Kalan Minkoul, à toutes les populations camerounaises. Tenez-vous prêts, l'heure approche, le changement dans la paix. Nous avons enfin la perle rare. Il faut essayer quelqu'un d'autre. N'est-il pas temps qu'un Camerounais de culture anglophone puisse aussi accéder aux affaires et diriger le Cameroun? Nous allons donc, d'ici octobre, dérouler le projet de société
du candidat Akeremouna. Il m'a remis les 100 projets, sa profession de foi. Il m'a remis son projet de société en exclusivité, Maître Akeremouna, pour pouvoir le partager avec vous. Je suis donc là avec Maître Akeremouna, bâtonnier et futur candidat à l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025, qui a fait l'honneur de me recevoir, qui m'a fait l'honneur de partager avec moi son projet de société. Je tenais également à vous rappeler que c'est un très grand jour pour moi. Je suis né un 25 juin. C'est mon anniversaire. Je le fêterai dans la plus stricte intimité familiale avec ma charmante épouse que je salue depuis son lieu de service, Madame Zogo, et mes charmants enfants. Alors, je vais donc rejoindre, une fois que vous aurez partagé au grand maximum, le direct, je vais rejoindre le bâtonnier, le professeur Akeremouna, pour pouvoir lui poser quelques questions. Vous pouvez adresser vos questions, vos remarques, vos observations au bâtonnier Akeremouna. Nous allons donc nous rendre du côté à l'intérieur de l'hôtel où se trouve le président, le bâtonnier Akeremouna. Nous pensons qu'il est prêt pour cet échange. Voilà l'hôtel où il est. Nous allons, à bâton rompu, donc échanger avec lui. Alors, en exclusivité, je suis avec Maître Akeremouna, bâtonnier, probable candidat à la prochaine élection présidentielle camerounaise. Sans plus attendre, nous allons dézoomer. Alors, comment faut-il vous appeler? Président, bâtonnier ou maître? Appelez-moi Akere, c'est plus facile. Akeremouna. Ça annonce déjà la couleur. Un homme simple, disponible et proche des populations. Alors, monsieur Akeremouna, moi je ne peux pas me permettre de vous appeler Akere. Je vous appelle mon bâtonnier, mon président. C'est bon. Vous nous excuserez, on a eu des petits soucis techniques. Alors, nous sommes toujours avec le bâtonnier Akeremouna. Maître Akeremouna, dites-nous, à ce moment précis, vous êtes en France. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais qui nous regardent, qu'est-ce que vous êtes venu faire en France au moment où nous parlons? Mais je pense que l'Afrique est en pleine mutation. Et c'est très important pour nous de savoir exactement ce que pensent les autorités françaises. Je les rencontrer et puis je continue à les rencontrer. Je pense qu'on ne peut pas faire la politique sans comprendre la vie de tout le monde. J'étais aux États-Unis, je compte partir à l'Angleterre aussi au Canada. Donc c'est l'essentiel, il faut parler à tout le monde, il faut savoir ce qui se passe. Donc c'est le but, c'est d'écouter et de comprendre. D'accord. Merci beaucoup, Président Akere. Alors, vous avez rencontré certainement beaucoup de Camerounais, parmi lesquels moi, votre compatriote. Quel est le message que vous avez tenu à porter à la communauté camerounaise de la diaspora à cet instant précis où tous les regards se portent vers cette échéance tant attendue en octobre 2025, l'élection présidentielle? Quel est le message que vous êtes venu porter au-delà des rencontres avec des dirigeants de ce monde des sommités? Quel message? C'est le message que je rapporte, c'est ce que notre pays va faire face à des élections déterminantes pour son avenir. Donc il faudrait très bien qu'ils laissent les Camerounais décider de leur sort et qu'ils appuient pour la transparence. Ça c'est pour les étrangers. Mais pour nous les frères, vous et moi, et nos frères de la diaspora, que je considère comme étant le turbo qu'il nous faudra pour relancer le pays. J'ai déjà parlé du fait que 30 minutes après la prestation de serment, on va régler le problème de la nationalité de façon temporaire avant de changer la loi. Un décret qui va leur permettre, avec un statut spécial, de pouvoir venir et partir de leur pays comme ils veulent.
Donc ça, c'est quelque chose qui est important en ce qui concerne le problème de la diaspora. Mais le fond, le message de fond, c'est que cette dernière bataille va être gagnée sûrement si nous agissons ensemble. Parce que l'âge, c'est une maladie que tout le monde va attraper. Donc, ce n'est pas un problème d'être plus vieux ou c'est cela. C'est un problème de savoir qu'à certains moments de sa vie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et les gens ne peuvent pas obliger le président à 93 ans de se maintenir dans une situation où lui-même, n'est-ce pas, s'use davantage. J'ai eu un père avec qui je voyageais tout le temps, jusqu'à ce qu'il ne parte à 90 ans. Je connais les contraintes. Moi, Camerounais, ça m'a fait, je veux dire, un peu embarrassé que quand, au 20 mai, on a applaudi le fait que le président s'est levé, qu'il a salué les gens. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ça l'évaluation que nous voulons? Donc je pense que vous devez raison, qu'on est face à une transition. Et il faut une transition qui donne, n'est-ce pas, qui donne une chance aux Camerounais. Et surtout à la jeunesse. C'est pour ça que je propose. Ce que je propose, en fait, c'est quoi? C'est une période de transition de 5 ans. Qui va être Alors là, on va un peu marquer un temps d'arrêt pour que vous puissiez le dire avec emphase. Président Hakaire Mouna, vous commencez à déployer votre projet de société, une période de transition. Voilà. Je vous laisse parler, Président. Oui. Bah, écoute, la période de transition, c'est une période de 5 ans qui va nous permettre de refaire les institutions, de revoir la forme de l'État, voir tout ce qui a en ce qui concerne les réformes à mener. Les réformes à mener, non seulement réduire, n'est-ce pas, le nombre de ministères, revoir comment remettre le tourisme en sellette, revoir notre industrie minière, revoir le cours de la nationalité, oui, tout ça on va revoir. Le cours des miniers. On a 8 piliers qui sont diffusés, qui parlent de ça. Alors, Maître Hakaire Mouna vous parle des 8 piliers de son programme qu'il déroule ici, dans cet ouvrage programmatique. Alors, est-ce que vous pourriez, sans rentrer dans les détails, nous donner les grandes lignes de ces 8 piliers, Président Hakaire Mouna? Oui, c'est plus facile de parler de ce que je dis, le programme de 100 jours, qui a 4 ou 5 choses importantes à faire. Premièrement, on va envoyer des commissions rapidement dans les 360 arrondissements pour savoir quels sont leurs besoins. Tu vois, il faudrait que les Camerounais eux-mêmes disent ce dont ils ont besoin. Première chose, il y a ça à faire. Seconde chose, audit. On ne sait pas ce qu'on doit. On ne sait pas ce qu'on doit. On doit combien? Qu'est-ce qu'on doit? On appuie chez qui? Troisième chose, il faut absolument que nous passons à l'histoire de déclaration des biens. Pour entrer dans le gouvernement, il faudrait que vous déclarez vos biens. C'est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas venir là-bas comme ça et puis 5 mois après, vous avez 20 villas, je ne sais plus quoi. Donc, il y a ça qu'on va faire. L'autre chose qu'il faudra absolument faire, c'est le problème de double nationalité dont on va parler tantôt. Donc, il faudrait qu'après 100 jours, le Camerounais reste chez lui et dit, ah, c'est différent. Point de vue santé, justice et tout ça. Il faudrait qu'on revoie tout ça. Les 8 piliers attaquent les secteurs clés et ce qu'il faut faire avec. Bien sûr, dans les 100 jours, on aura mis les jalons pour la transition. Et quand je parle de jalons, ça veut dire que les institutions, ça passe par une nouvelle constitution. Et surtout, la guerre au Nord, sur place. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait très rapidement. Avec votre permission, Président Hakaire, vous touchez là à un problème crucial, la crise anglophone. Exact. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner de manière détaillée l'état exact de la situation dans notre zone anglophone, une espèce de bilan en termes de déplacés, de morts, et comment entendez-vous peut-être stopper ou tout au moins apporter des débuts de solutions à cette crise qui a déjà causé tant de morts et de déplacés? Écoute, quand une crise dure
des crises civiles comme celle-là, ça devient même un problème économique. Économique dans le sens que ça draine les ressources de l'État, et économique dans le sens des acteurs. Vous voyez, maintenant, on a des problèmes de kidnapping et tout ça. On a affaire à des bandits, sans rien voir avec une revendication politique. Non seulement ça, on a affaire aussi à des personnes qui vont grossir la situation, parce qu'il faut qu'on envoie les ressources. Voyez-vous, il y a même des ventes de munitions. Donc, il y a ce côté de la chose, dont il y a des gens qui ont un intérêt clair et net pour que cette guerre continue. Donc, ce côté-là, il faut le faire. Secondement, il faut maintenant qu'il y ait un dialogue inclusif. On ne peut pas commencer le dialogue en excluant les autres. On dit, beaucoup de temps, on dit en Afrique que deux personnes qui se disputent, c'est deux personnes qui n'ont pas discuté. Et je pense que c'est ce qu'il faut absolument faire. Les Suisses et les Canadiens ont essayé d'amener ce problème au niveau d'une discussion inclusive. Je pense qu'il faudrait revoir cela. Et je pense qu'on va repenser l'histoire de reconstruction différemment en ce qui concerne les zones affectées. Je pense qu'il faut que les gens qui sont des ressortissants de là soient impliqués. Je prends par exemple Kimbon où j'étais en 2018, après les forêts brûlées, un village qui était carrément une belle ville où il y avait 6 000, 7 000 habitants rasés. Il n'y avait que 6 habitants quand je suis allé. Tout un village rasé, président. Qui l'a rasé, ce village? C'est un génocide. Oui. Il y a environ 300 villages qui ont été rasés. 300 villages rasés? Oui, 300 villages qui ont été rasés. Et là, maintenant, on a presque 1 million de déplacés internes et environ 600 000 au Nigeria. Et ceux qui souffrent le plus, c'est les jeunes filles et les dames. Parce que les jeunes filles arrêtent d'aller à l'école, sont attirées par toutes sortes de comportements, obligées parce qu'il faut qu'elles vivent. Alors, j'étais dans un orphelinat à Douala qui s'occupe des enfants orphelins parce que ces jeunes filles à 14, 15, 16 ans accouchent et ils permettent d'avoir. Il y avait des 300 enfants. Donc, si on ne fait pas vite, on va construire un monstre qui va dévorer toute la société. Donc, mais je pense qu'on peut. Parce que les Camerounais, je dois vous dire, dans mes tournées dans le pays, je suis surpris par le nombre des ressortissants du Nord qui vivent du côté francophone. J'en ai vu mariés, on leur donne le terrain, ils ont des enfants. J'en ai vu en Bankomo, j'en ai vu à Maka. Il y a bien l'unité nationale au Cameroun. Chaque Camerounais est intégré partout où il se trouve. La communauté anglophone qui a fui la guerre dans le Nozo n'est pas ostracisée, n'est pas maltraitée, ni marginalisée. Bien accueilli. Donc l'histoire là de vivre ensemble, je ne sais pas qui ça concerne. Ça concerne ceux d'en haut là. D'accord. Mais le Camerounais ordinaire cueille toujours. Il faut regarder les gens qui vendent et ceux qui nous écoutent, qu'ils aillent dans la rue à Yaoundé, les vendeurs à la Sofia. Demandez-leur, ils vendent des serviettes et des tissus. Demandez-leur d'où ils viennent. 3 fois sur 4, ils vont dire qu'ils viennent de Fundong dans le nord-ouest. Parce qu'ils ont créé une sorte de mutuelle et ce sont eux qui vendent. Et personne ne trouve un problème. Si une dame m'a interpellé, il dit « Oh oui, il y a votre frère qui a fait un bébé avec moi, je ne sais pas où il est parti et tout. » C'est des petites anecdotes. Alors, pour revenir à l'essentiel, Président, en quelques mots, comment entendez-vous résoudre de manière simple pour que le Camerounais lambda nous comprenne la crise anglophone? Le président Paul Biya a mis en place le dialogue, il a proposé le statut spécial, le bilinguisme, la commission Mafani. Alors vous, les Camerounais vous écoutent, vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle, probablement élu et futur candidat. Comment entendez-vous prochain président du Cameroun? Merci de me corriger. Vous êtes quelqu'un de très expérimenté.
Alors, en quelques mots, comment entendez-vous résoudre cette crise, Monsieur le Président? Résoudre cette crise, c'est facile. C'est de comprendre que nous avons le socle de notre pays est bâti sur un État biculturel. Donc, chacun va se reconnaître là où il est. J'ai reçu, il y a 2 mois, un PV de Bengui. Bengui, c'est dans le nord-ouest, c'est le chef de mon village. PV dressé chez les policiers, chez les officiers judiciaires, des gendarmes en fait. D'accord. Et les 2 gendarmes étaient francophones. Et la personne qui déposait était anglophone. Tout le PV est en français. Tout le PV est en français. J'ai personnellement travaillé à Bamenda comme commissaire oui, c'est central. très bien. Je m'exprimais en français. Tout était en français. Oui, oui, je je rejoins votre... Voilà, donc je pense qu'il faudrait que les gens sentent qu'ils appartiennent, n'est-ce pas, dans un même État. Il faudrait que... Pourquoi est-ce qu'il faut que l'affectation de mettre... Longtemps, hein. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Pourquoi faut-il que un maître d'école qui est à Bengui, son affectation vient de Yaoundé, école primaire? D'accord. Il faudrait... Donc il que- faut tenir compte. Mais c'est- Le ouais. problème pour vous est plus Il faut... lié à l'identité, la culture. Il faut reconnaître la spécificité, la particularité de cette région, leur permettre de vivre selon leurs us et coutumes, leurs normes voilà. et une loi adaptée à leur histoire. Et il y a des endroits où on est obligé de centraliser les défenses, affaires étrangères, et j'en passe, l'enseignement supérieur. Mais ce qui est important pour nous, c'est de mettre un cadre où c'est le peuple qui décide de ce qu'il veut. Et ce réflexe que l'État actuel a, et même dans le parti politique, même quand il y a des présidents de section élus, il faut qu'on te bombarde un délégué non élu qui vient du Donc comité vous central. touchez du doigt là la forme de l'État, Exactement. le système jacobin, un centralisme à outrance. Voilà. Cela me ramène à un autre point. Il y a un débat actuellement au Cameroun sur la forme de l'État. Ouais. Moi, je suis, Certains pensent- Alors, moi, je je vais suis vous laisser- fédéraliste. Je suis que maintenant, là Alors, où on est arrivé, De quel il faut- fédéralisme vous parlez, Président? Dites-nous de manière concrète. le fédéralisme calqué sur ce que nous avons quand nous avons fait la réunification. Un fédéralisme linguistique à 2 régions, la région anglophone et francophone. Voilà. Un fédéralisme, c'est ce qu'il nous faut. Le Nigeria a commencé avec 3 États. Il en est à 36 États. D'accord. Donc, est-ce qu'on va être calqué sur ce qui est à Châtellon? Je n'en sais rien. Mais il faudrait qu'on ait un système avec des régions qui sont calquées sur des héritages communs, dans un premier temps, des héritages communs qui viennent de nos origines coloniales. Tout à fait sur l'organisation traditionnelle. Justement, et Donc, des même, chefs justement, traditionnels, des faunes et mais voilà, et aussi, surtout, macro, au niveau macro, c'est des cultures. On a été sous tutelle des anglo-saxons et les autres ont été sous tutelle francophone, française, voilà. Donc, voilà les grands ensemble. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, on doit repartir sur ce modèle-là? Je n'en sais rien. Alors, En matière vos de 100 nombre d'États. premiers jours au pouvoir, président Akerimuna, Ouais. que faites-vous par rapport à l'état actuel À l'état actuel, du Cameroun? à l'état actuel, il faut tout de suite se mettre à repenser la forme de l'État. Première chose. Seconde chose, le problème de corruption et qu'il faut une synergie. On en arrive, Ouais, voilà. ouais. Ce sont les piliers de votre projet de société. Alors, Et autre phénomène... pour te dire, cher frère, il faut que nous soyons d'accord. Les 2 problèmes qui plombent notre pays, c'est la corruption et la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et donc, dans les premiers 100 jours, tout va tourner autour de ça. En réglant le problème du nord-ouest et sud-ouest,
on regarde la forme de l'État. Est-ce qu'il faudrait que le gouverneur soit nommé ou élu? Et toutes ces choses-là, il faudrait qu'il y ait des décisions. Il faut que ce soit les peuples. J'entends dire qu'on va construire un aéroport à Ebolova. Et ceux qui disent ça, disent, oh, tous les régions ont des aéroports, sauf du Sud. Est-ce que les gars du Sud, si on leur demande, ils vont dire nous? Il faut savoir ce qu'ils veulent. Les priorités, Il faut les prioriser les besoins. Il faut les priorités. Votre priorité, vos 100 premiers jours seront axés sur la résolution de la crise anglophone, une lutte acharnée contre la corruption. Alors, et il n'y a même pas ça, il n'y a pas que ça, il y a le problème de la nationalité qu'il faut régler d'urgence. Moi, je pense que la diaspora doit très rapidement intégrer notre infrastructure de développement. Il y a 2 ans, en 2003, le diaspora a ramené au pays 430 milliards de francs CFA, en valeur absolue. Oui, mais ça, c'est par des voies orthodoxes. Des voies informelles. Mais des voies informelles où tu as 100 euros ici, tu demandes à un ami, s'il te plaît, donne 65 000 à mon frère, tout ça, c'est pas compté. Donc si on veut regarder ça, peut-être on a 1000 milliards, je t'en sais rien. Donc c'est très très important de savoir que le rôle du diaspora dans le Cameroun à reconstruire est d'une importance capitale. Expertise, capital, compétence, tout ça là, ils vont apporter cela. D'accord. Merci beaucoup, Président. Nous continuons. Alors, au niveau de la lutte contre la corruption, vous vous êtes illustré, on connaît, dans l'affaire Glencore. Oui. Vous êtes et maintenant, dans le figure. scandale qui se passe, qui est incroyable. Que pensez-vous déjà du phénomène de la corruption au Cameroun? Qu'est-ce que vous avez pu faire jusque-là pour endiguer et limiter le fléau? Et qu'est-ce que vous entendez faire si jamais les Camerounais décident de vous porter à la présidence de la Il y a République? 25 ans, j'ai créé la toute première branche de Transparency International qui fonctionne au Cameroun. C'est moi qui suis le fondateur du TI Cameroun. Donc, et quand je commençais ça, je ne briguais aucun mandat. J'étais là comme un citoyen concerné par le fait qu'il fallait que la corruption soit combat là où la corruption. Parce que ceux qui souffrent le plus, c'est les pauvres. C'est les plus pauvres qui en pâtissent. Parce qu'il n'y aura pas de santé, les hôpitaux n'ont rien, les routes, il n'y en aura pas, parce que les gens sont en train de voler. Donc c'est essentiel et très très important de savoir que la corruption est transversale. Si on règle ça, on est déjà à 50%. Quel est le niveau de la corruption au Cameroun? Moi, je pense que c'est endémique. Même pire, on a dépassé la situation d'un pays où la corruption est endémique. On est arrivé dans un pays où le pays est pris en otage par quelques oligarques. Quand on dit qu'un pays est pris en otage, ça veut dire que les personnes qui organisent le mal sont ceux-là même qui doivent contrôler le mal. Donc tu vois... Les pompiers pyromanes. Oh, justement, les pompiers pyromanes. C'est ce que nous avons. Quand les gars vont dire tel l'a corrompu, a fait ceci, c'est lui qu'on va prendre. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Tous ces gens-là. Il faudrait que ces gens-là sortent. Alors on va insister dessus les prisonniers dits politiques. Président Akéry Mouna, quel est votre avis sur les Marafa, Tangamabara, tous ces gens-là, il faudrait qu'ils sortent. Dès que vous arrivez au pouvoir, il faudrait qu'ils sortent. Les 100 premiers jours, ils vont sortir. Mais est-ce que nous trouvons des voies... une conclusion, vous qui êtes avocat, j'arrive. Il faut absolument qu'ils puissent... On trouve des solutions civiles. Si c'est établi, on trouve des solutions civiles qui permettent un remboursement. Tu vois, on est parti dans cette histoire de faire arrêter les gens. Qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées, moi qui suis avocat, je ne comprends pas. Fondjindam, par exemple, qui était DG de chantier naval. J'ai travaillé pour la Banque africaine de développement. Je suis allé dans le dossier à la Banque africaine de développement. Il n'y a rien pour démontrer l'affaire de ce soir, qui était un grand financier de chantier naval.
le ministre d'État Marafa, on parle de complicité intellectuelle. C'est des motifs, à votre avis, qui tiennent pas la route, farfelus. Et là, maintenant, Marafa, par exemple, qui est quelqu'un que je connais bien, il est malade, il faut qu'on l'évacue. Et on ne peut pas. Le président François Hollande a fait une requête en se portant caution. Ah, là, vous trahissez des grands secrets. On ne l'a pas dit. Quel est cet argent quand on sait qu'il n'est pas le seul? Il y a Inoni, il y a d'autres personnes qui sont allées se faire soigner. Mais lui... Est-ce que ça vous gênerait de nous donner le nom de ce compatriote pour lequel l'ancien président français Hollande a plaidé pour qu'on l'évacue? Si ce n'est pas impertinent. Monsieur Marafa a mis... Non seulement il a plaidé, il a dit qu'il se portait caution. Pour son retour au pays, il se portait caution. Donc, moi je sais que le Premier ministre Inoni a été évacué. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le problème Marafa, il y a autre chose? Comme vous le dites, beaucoup ont été évacués. Il y a un président, ancien président français, qui s'est porté caution, toujours non. Nous allons évoluer. Alors, président Akérémola, comment entendez-vous gérer l'équation des forces armées de défense dans un pays où le président Biya est fortement implanté, il contrôle tous les leviers et l'armée, la Grande Muette, s'avère être une équation presque insoluble, une menace. Alors, comment entendez-vous rassurer l'armée du Cameroun, nos frères d'armes, nos camarades, vous, probablement, futur commandant en chef de notre armée? Parce que c'est un débat récurrent. Prochain commandant. Moi, je vous appelle, voilà. Prochain. Non, mais je pense que il faut que les gens qui sont engagés dans nos forces armées savent qu'il y a des règles claires en ce qui concerne l'évolution de leur carrière. Vous ne pouvez pas entrer tous les deux sergents et après 10 ans, vous êtes adjudant-chef et l'autre est colonel. Ça frustre. Ça frustre. Donc, c'est ce qu'il y a, même dans la magistrature. On a ce même problème où, de plus en plus, l'augmentation de grade est complètement sur des bases, des fois très, très subjectives. Donc, je pense qu'il est absolument nécessaire, même dans les postes, même où on envoie des gens, on commence à voir que certains ont des avantages que d'autres n'ont pas. Donc la première chose, c'est de mettre tout le monde avec les mêmes avantages. Si on fait ça, je pense qu'on aura peut-être résolu 80% de problèmes. C'est que les Camerounais aussi se plaignent. C'est quand il y a l'inéquité et l'injustice. Si on est tous logés à la même enseigne, no problem. Mais quand il y a l'injustice ou quelqu'un est traité différemment de vous-même, c'est ça qui vous frustre. Il faudrait qu'à travail égal, salaire égal. C'est très important. D'accord. Nous allons chuter. Alors, président Akérémola, sous quelle couleur allez-vous vous présenter à la prochaine élection présidentielle du Cameroun? Moi, il y a des questions. Oui, je vois là, il y a maître, je suis surpris de vous entendre, c'est Benoît. Hein, oui, et de vous entendre, sachant que Transparency International donne un agrément judiciaire qui permet de contourner le parquet. Donc pas du tout. Non, mais la réforme judiciaire et tout, vous avez parlé des grands chantiers. Oui, mais le Transparency International, si c'est au niveau central à Berlin, j'ai été vice-président pendant 9 ans. Si c'est au niveau du Cameroun, j'ai été moi-même fondateur. Il n'y a aucun agrément qui permet de contourner. Dans l'affaire Glencore, j'ai déposé comme citoyen des plaintes à base, n'est-ce pas, de notre code de procédure civile. J'en ai déposé 3 contre Glencore, contre SNH et contre Sonara et les autres. Et rien ne s'est passé. Le ministre des Finances, je dois dire, a pris des mesures pour des enquêtes en ce qui concerne le côté fiscal. Parce qu'en fait, quand les gens qui venaient donner les pots de vin au Cameroun, ils venaient du Nigeria, dans les avions avec des espèces. Dans l'affaire Glencore. Oui, dans l'affaire Glencore, ils venaient avec des espèces qui remettaient aux autorités camerounaises. C'est Glencore qui le dit au tribunal. Donc, quand ils font ça, à Douala, quand ils arrivent, première chose, fraude douanière parce qu'ils ne déclarent pas. Deuxième chose, blanchiment, parce qu'ils ne sont pas passés par les banques.
Et eux, ils disent aussi que des fois, pour trouver l'argent pour bachicher, ils augmentaient leurs factures. Oui, surfacturation. Donc si je dois perdre à 100 millions, je dis que je peins à 150 millions. C'est ce qu'ils disent. Et si tu utilises tes finances, mais c'est bien beau. Mais s'ils disent ça, chaque fois que tu surfactures, tu réduis tes bénéfices. Et ça, c'est la faute fiscale. Et sur ce terrain-là que je pense qu'ils ont interpellé Glencore. Ils sont actuellement en pourparlers. Vous avez une grosse expérience dans le domaine. Nous pensons d'ailleurs que ça sera votre priorité. Alors nous revenons sur la question. Sous quelle bannière entendez-vous vous présenter à la prochaine élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025? On vous a vu avec le professeur Nkumbondo, le parti Univers. Les Camerounais aimeraient bien être rassurés. Et ceux qui sont prêts à vous suivre. Mais écoute, le professeur Nkumbondo, qui est prospère, qui est devenu comme mon frère, il est venu me voir avec le docteur Balayel à mon domicile pour me dire qu'il pense qu'il faudrait que je sois candidat. Et Nkumbondo a dit qu'il veut absolument, il voudrait que l'Univers porte ma candidature. Et depuis presque un an, nous cheminons ensemble et on est déterminés à aller vers les Camerounais, à leur montrer qu'il y a une voie consensuelle qui est là. Non seulement c'est à leur montrer qu'ensemble c'est possible. C'est très possible. Quelques petites questions personnelles, 2 ou 3, après on va arrêter. Parlez-nous un peu de Mouna. C'est un grand nom, Salomon Tamden Mouna, une figure de l'histoire, votre papa, votre sœur, Amatoutou Mouna, et le reste, Ben Mouna, Wali Mouna. Les Mouna, qui sont-ils? Quels étaient les liens des Mouna avec le régime Ahidjo, le régime Paul Biya? D'ailleurs, certains pensent que votre papa, M. Salomon Tamden Mouna, a trahi les anglophones. Vous êtes un homme ouvert, on a échangé en off tout à l'heure, vous m'avez expliqué. Les Camerounais aimeraient quand même aussi vous entendre dessus. Écoutez, je pense que c'est un argument qui est basé sur l'art que les Camerounais ont à juger l'histoire sans comprendre les contextes. Moi, depuis le lycée, on dit ton père a vendu les anglophones et tout ça. Ça m'a amusé quand on m'a interpellé au CED et le colonel qui m'interrogeait me demandait si je suis sécessionniste. Je dis, ben voilà, les francophones disent que je suis sécessionniste, les anglophones disent que vous êtes traître et que je suis traître. Ça va quand même faire rire. Non, je vous dis que j'ai une culture et pour cela je remercie Dieu d'être né à travers mon père et ma mère. L'éthique, tout ce que je connais aujourd'hui, ça vient de mes parents. Et deuxième chose, pour ce que je dois avoir, je sais que je dois travailler. Je n'ai jamais eu un poste au Cameroun. J'ai été formé quand j'étais à l'école aux États-Unis. Je travaillais, payais mon loyer, je travaillais. Ma fille qui a maintenant 40 ans, qui avait 19 ans à New York, conduisait le bus pour subventionner ses études. Donc c'est une culture que nous avons. Une culture du fait qu'il faut travailler pour ce qu'on veut et il faut être fier de ce qu'on a parce qu'on a travaillé. Ça c'est la première chose. C'est ça que vous verrez que mon premier frère d'année était un des plus grands médecins chirurgiens qui a démissionné de l'État pour commencer une des plus grandes cliniques privées à Douala. Mon deuxième frère, Bernard, il est revenu de Londres. Il était avocat à Londres. Avant, ça a été journaliste à la BBC. Il est revenu ici. Le président Ahidjo a dit non, il faudrait qu'il soit dans le protocole de l'État. Il est resté là-bas, je crois, 3 mois. Il a dit à mon père, cette histoire-là, vraiment, je ne comprends pas. Qu'on me remette dans les tribunaux. Il est parti. Il était procureur, il était président du tribunal, et puis procureur. Et quand on va donc diviser le Cameroun occidental en nord-ouest et sud-ouest, il envoie donc sa demande à disponibilité. Ahidjo le convoque ailleurs. Il lui dit, pourquoi vous partez? Il dit vraiment, il veut plutôt être avocat défenseur. Ahidjo dit, je peux vous dire maintenant, si vous restez, je vous nomme procureur général du nord-ouest. Il a dit vraiment, le président, je vous remercie, il faut que je parte. Donc, c'est comme ça que Bernard va démissionner de la magistrature pour devenir avocat. Mon troisième frère, Edwin, qui est décédé plus tôt,
en 1973, il était ingénieur télécom. D'ailleurs, le ministre Issa Chiroma le connaît très très bien, parce que lui, c'est un cheminot. Le ministre connaît très bien les chemins de fer du Cameroun. Il connaissait très bien mon père et mon frère. Et je pense que ça descend le ministre Issa Chiroma du Nord, vous venez être à l'école à Douala, a tout à fait avec les réformes que mon père a donc amenées. Mon quatrième frère, c'est Humphrey, qui est aussi décédé, était un ingénieur aéronautique de renom. Tous les avions de la Camer, c'est lui qui les a achetés, même l'avion du président qui a acheté. C'est lui qui a installé la possibilité de faire une grande maintenance de tous les avions du Cameroun à Douala. C'est lui qui l'a fait. Tous les avions, c'est lui qui les a achetés. Donc, tu es reconnu, agréé par Boeing pour faire, n'est-ce pas, la maintenance des avions. C'est ce qu'ils appellent le D-check. D-check, ça veut dire que c'est le plus grand check où on arrache tout. Il y a Air France, South African Airways et Kenya Airways qui voulaient. Comme il y a beaucoup, les gens m'écrivent. Ouais. On a plus pour 5 minutes. Alors, on va poursuivre un peu plus loin. Vous nous avez dit qu'il y a du bruit ici. Voilà, on est toujours avec le président Atere Mouna. Ne quittez pas. On s'éloigne un tout petit peu. Là, oui. Voilà, là c'est mieux. Voilà. C'est sur vous que c'est ça. Là, ça va être clair là. Voilà. Ça va, hein, comme vous voulez. Il fallait fuir le bruit là-bas. Voilà. Donc, on va mettre la lumière. On cherche le côté qui est plus clair. Voilà. Alors, on termine donc cet entretien de vous. Vous étiez en train de parler de la fratrie, les Mouna. Justement, donc, j'ai parlé de mon frère Humphrey, donc, qui était ingénieur. Il est décédé en 2014, un ingénieur reconnu, aéronautique civile. Puis après, mon frère Wally, qui est parti aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Il est revenu professeur en cardiologie, était très connu, celui qui a mis en place toute l'infrastructure de l'hôpital général. D'ailleurs, les tout premiers interventions chirurgicales au niveau des cœurs, c'est lui qui était chargé de ça. Donc, beaucoup d'étudiants de CUS parleront de lui comme un professeur simple et facile à vivre. Donc, puis il y a aussi mon frère Georges, qui est ingénieur agronome, qui fait dans l'agro-industrie. Puis moi-même, qui suis avocat. Famille nombreuse. Parlons de vous maintenant. C'est ça qui intéresse les Camerounais. Vous êtes avocat de formation. Je suis avocat depuis 46 ans. J'ai été inscrit au barreau de Londres en 1978. Et il y a une petite anecdote. Quand je reviens, je vais au bureau du directeur des affaires des professions judiciaires au ministère de la Justice. Et je dépose mon dossier. Et il me dit, mais je vois atterrir mon âme. Votre fils est déjà avocat, non? C'est le Bernard. Qui vous le dit? Le directeur. D'accord. Oui. Pourquoi vous voulez être avocat? Je lui dis, monsieur le directeur, je ne veux pas être avocat. Je suis avocat. Inscrit dans un barreau étranger et les textes me permettent de m'inscrire ici. Il dit, oh, il regarde. Il y a Keremuna, Lincoln in London. Il dit, les un peu faux. Vous aimez tous les faux diplômes, hein? Il m'a dit ça. Ah, carrément. Et au lieu qu'on m'inscrive au barreau directement, on va m'obliger à faire un stage d'avocat. D'accord. Et je m'en vais voir mon père. Alors vous étiez déjà avocat? Oui, justement, je m'en vais voir mon père. Une grosse injustice. Oui, je m'en vais voir mon père, je dis, c'est pas possible. Voilà. Il me demande, est-ce que tu peux plaider? Je dis oui. Est-ce que tu portes la robe? Je dis oui. Si tu es avocat aujourd'hui, tu vas travailler avec ton frère Bernard? Je dis oui. Il dit, mon fils, ton problème c'est la vanité. Ils peuvent vous freiner, mais ils ne peuvent pas vous arrêter. Et pour clôturer cette partie de l'anecdote, presque 15 ans après, je suis représentant du bâtonnier à Yaoundé. Et ce directeur, venant à la retraite, vient avec son dossier pour que je l'inscrive au barreau. C'est pas mal, quoi. Ah oui, il y a un Dieu. Hein. Il y a un Dieu sur Et je l'ai assisté sans problème. Et c'est très intéressant. Vous parlez de Dieu tout le temps. Cela me ramène, avant de revenir vers vous, je vous laisse terminer. Après, vous avez travaillé, vous m'avez dit encore. Oui, bien sûr. Parlez-nous de votre parcours, ça peut être inspirant. Oui, mais écoute, moi, après, donc, je suis devenu avocat. Et puis après, j'ai travaillé avec mon frère. On a créé une SCP, une association. Puis mon frère, j'ai beaucoup travaillé avec lui pour son bâtonnat. Ben Mouna. Bernard Mouna, qui a
et après son bâtonnat de Chosra au Cameroun, on est les deux seuls frères qui, au barreau, sont devenus les deux bâtonniers. Hein. On est devenus donc bâtonniers. Et puis après, mon frère, père est parti au Rwanda comme procureur. À Arusha, Arusha, oui. La spéciale. Voilà. Et moi, donc, je deviens avocat, et puis je deviens bâtonnier, et puis après, ensemble avec certains bâtonniers d'Afrique, on va donc créer donc, la toute première organisation panafricaine d'avocats qui rejoint donc les barreaux arabes, les barreaux anglophones, les barreaux francophones, et on a donc essayé de créer donc le Pan African Lawyers Union, qui est donc vraiment c'était le second président de Palu. J'ai fait ce travail pendant 6 ans, et puis entre-temps, j'ai été élu président du Conseil économique et social de l'Union africaine, et après, je suis devenu vice-président mondial de Transparency International, et puis je suis devenu président du Conseil anticorruption mondial. Avant ça, j'ai créé, comme je disais tantôt, le TI Cameroun, et puis la Banque africaine de développement a fait appel à moi pour faire une audit. Puis après, on m'a demandé d'être commissaire aux sanctions qui regardait tous les contrats dans lesquels il y avait eu la fraude. J'ai fait plein de choses. J'étais consultant à la Banque mondiale, nommé par Strauss-Kahn à l'époque. Dominique Strauss-Kahn. Oui, justement. Oui. J'ai aussi fait travail consultant à la Banque mondiale. J'ai été appelé après par certains chefs d'État pour les conseiller, Tshisekedi, il y a des Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ce secteur. Est-ce que, maître, vous avez été l'avocat du président Paul Biya? Ça circule aussi. Vous avez pu conseiller le président Biya dans certains dossiers, certaines affaires. Il y avait eu des affaires. Est-ce que le président Paul Biya ne vous en veut pas parce que votre papa est resté loyal et fidèle et vous êtes présenté comme un opposant? Est-ce que ce n'est pas un désamour? Écoute, Paul Biya, c'est une institution. Alors quand je pars défendre le président de la République, je défends une institution. Les gens vont dire, même chose à Londres, on allait vendre l'immeuble de l'ambassade. Je me suis impliqué et j'ai bloqué cette. C'est une institution. Donc je défends le président de la République, c'est une institution. J'ai eu la même chose parce qu'on dit, tu as donné un prix à Paul Biya pour la transparence. J'ai dit, écoutez, tout le monde est d'accord à dire que le plus grand succès de Paul Biya, c'est de résoudre le problème de Bakassi par des moyens pacifiques. Parce que le Cameroun a gagné le procès. Tout à fait. Mais a décidé que, en ce qui concerne l'exécution, ça se passe de façon pacifique. 40 bâtonniers de l'Afrique ont décidé qu'il faut qu'on donne le prix de mesurement pacifique des conflits au Obasanjo, et au président Paul Biya et Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Mais justement, donc, on a donné aux deux autres et on est venu avec les 40 bâtonniers remettre pour lui ici au Cameroun. Donc, je devais dire, oh bon, moi je me pose à ça parce que... Dites-nous, maître, est-ce que vous avez eu, dans le cadre de vos fonctions, ce qui est normal, à conseiller le président Paul Biya? Vous êtes un homme transparent, droit et véridique. Depuis que je vous ai croisé là. Mais écoute, j'ai envoyé, le président m'a permis de pouvoir envoyer des notes sur les choses qu'il faut faire. La commission de bilinguisme, là, dont on parle, c'est un document que j'ai préparé, que j'ai envoyé. Mais seulement que quand le projet est sorti, ce n'est pas... On a enlevé beaucoup de pouvoir. On a enlevé beaucoup de pouvoir. Quand on commence même la lutte contre la corruption, et le président Moussongé, le premier ministre Moussongé à l'époque, est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le démarrage d'une vraie lutte contre la corruption. Et j'ai travaillé avec lui. Donc, le président Biya... C'est une institution, voilà. Et j'ai envoyé des documents, de mes avis, surtout même Glencore. Quand j'ai terminé Glencore, j'ai pris tout le dossier. Vous êtes un patriote, vous travaillez pour votre pays. Alors, on va passer à une question qui revient là. Beaucoup d'internautes disent que vous ne parlez pas de votre sœur, Amatou Mouna. Mais ce n'est pas un sujet tabou. Écoute, non, pas du tout. Ma sœur, d'abord, son nom Ama, c'est le nom de ma grand-mère. Et Ama Mouna est un ministre, elle a fait un choix d'être avec le gouvernement.
Ce qui fait que dans le climat qu'il y a au Cameroun, fait qu'on n'a pas plein d'interfaces. Notre interface, sur le village, on ne peut pas y aller, pour les raisons que tout le monde connaît. Vite, on ne peut pas aller à cause de la situation là-bas. Mais on ne choisit pas la famille. Et de même ma soeur, quand mon épouse est décédée dernièrement, tout le monde a vu avec mon frère Georges. Donc je pense que on a des problèmes qui concernent la succession. La succession, c'est comme toutes les familles. On grandit, on a sa famille nucléaire et ça donne ce que ça donne. Donc, et je ne pense pas que... Il y a une inimitié particulière entre votre sœur et vous. Voilà. Nous saluons d'ailleurs Amatou Toumouna. Alors, dernière question, Président. Vous êtes en France. Est-ce que vous êtes un pion de la France? Que pensez-vous du franc CFA? Écoute, le franc CFA. L'avenir du franc CFA. Parce que beaucoup de panafricains disent, pourquoi venir en France? La France est la tête de Dieu, c'est elle qui porte tous les malheurs, accusés et traités de tous les noms d'oiseaux. Qu'un vrai candidat à une élection présidentielle ne vient pas en France, le combat c'est au Cameroun. Alors, êtes-vous un pion de la France? S'ils disent cela, je leur pose la question. S'ils considèrent la France comme ennemi, alors comment réglez-vous vos problèmes? Si vous ne parlez pas autre chose. Je le dialogue, il faut toujours parler. Donc, la France a des histoires de ce qui s'est passé avant l'indépendance et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui restent réglées. Et je pense que c'est en parlant avec eux que je comprends maintenant comment ils se positionnent. L'Afrique est en mutation. Que pense la France maintenant du mouvement en Afrique? C'est pas en restant chez vous à Vogue que vous allez le savoir. Vous partez vers eux et vous écoutez ce que j'ai fait. Ce que je suis en train de faire, il faut comprendre la position des uns et des autres. Le problème c'est ça. Moi, panafricain que je suis, j'adore plutôt la position des pays africains, qui était vraiment tractée par le président Kadhafi, qui voulait qu'on ait notre monnaie, nos banques. On a créé la Banque centrale d'Afrique, on a créé le Fonds monétaire africain, et sur le point maintenant de faire avancer pour une monnaie africaine. Et c'est dans les documents de l'Union africaine. Donc moi, je voudrais, on avait fait la zone de libre-échange en Afrique, il faudrait qu'on active cela plus rapidement et qu'on aille vers une monnaie africaine. C'est ça qui ne m'intéresse pas, commencer à dire qui entre, qui sort de France, ça ne résout rien. Ou qui est pion ou pas. Alors, dernière question, êtes-vous le pion du président Paul Biya du RDPC ou un candidat sérieux? Ceux qui me connaissent savent que pion, c'est quelque chose que je ne suis pas. Et quand on est pion, n'est-ce pas, du gouvernement actuel, on ne tape pas sur SNH, qui est vraiment ce qui leur donne l'argent. On n'accuse pas des hauts fonctionnaires d'avoir pris de l'argent en vendant notre pétrole en bradant notre pétrole. Donc vraiment, ceux qui disent que je suis un pion de personnes. Quand je deviens président du Conseil économique de l'Union africaine, je suis voté par les autres États africains. Quand je deviens membre du MAEP, donc le mécanisme africain, quand je deviens membre de ce qu'ils appellent des éminentes personnalités de l'Afrique, je suis proposé par le président Mélès. Et puis je suis maintenant membre du Zenawi d'Éthiopie. Bon, voilà. Et maintenant je suis membre de cette commission qui traite de flux financiers par exemple l'Afrique, le groupe de haut niveau, dont le président Thabo Mbeki. Je suis nommé et proposé par le président Thabo Mbeki. Donc vraiment, tout ce que j'ai eu, soit hors du pays qu'on poste, toujours. C'est par le mérite. C'est par le mérite. Par vos compétences et votre probité proposée par le tiers. Vous bénéficiez des passe-droits. Vous l'avez d'ailleurs dit, vous, fils de Mouna, vous êtes toujours battu pour vivre. Votre fille faisait du transport et tout. Vous êtes franchement une figure inspirante. Alors, professeur, président, en vous regardant droit dans les yeux, est-ce que vous irez jusqu'au bout du processus électoral? Et que pensez-vous de l'idée d'une candidature unique de l'opposition camerounaise? Unique, je ne sais pas. Parce qu'il y a sûrement des candidatures qui sont inspirées par le gouvernement. Mais une candidature qui réunit un large consensus, je suis pour et je suis en train de me battre pour. Et je pense qu'il y en aura. Après que le cafouillage serait tassé, je suis sûr qu'on aura donc cette personne
qui va donc nous rassembler vers, n'est-ce pas? Donc, est-ce que j'irai au bout? Franchement, j'irai jusqu'au bout. Et j'espère que le bout dont vous parlez, c'est étouffé. Je ne vais pas vous lâcher, vous êtes tellement convaincant, éloquent, brillant. Alors, il y a une polémique qui est née autour de Limbi Lobé. Ouais. Qu'on connaît tous, qu'on présente lui, qui vous a rallié, ça a suscité des débats, des polémiques. Alors, est-ce que vous pouvez restituer les choses ici, le contexte et la vérité autour du ralliement de Limbi Lobé, figure politique très connue au Cameroun? Bon, je ne sais pas si Limbi Lobé s'est rallié, parce qu'il n'est ni membre de la coalition dans laquelle je suis, il n'est même pas membre de mon mouvement NAO. C'est quoi votre mouvement? NAO, c'est un mouvement de la société civile. NAO, le mouvement du président Akere Mouna, le mouvement NAO. Oui, c'est de la société civile qui centre son combat sur ce qu'ils appellent zéro tolérance pour la corruption. C'est un travail que nous faisons maintenant. Lui est un citoyen comme tout autre. Il annonce que il me soutient. Est-ce que de là, il faudrait que je me lève pour dire qu'il y a des Camerounais qu'il faut exclure, qu'il faut... Du tout. Pas du tout. Vous êtes un rassembleur, ouais. Vous êtes là pour rassembler. Donc, je ne suis pas en train de dire. Et quand le professeur Kouvondo a fait des photos avec certaines personnes, il était de la base, on m'a écrit pour dire comment je peux accepter que c'est le professeur Kouvondo. Est-ce que, donc, cette attitude que nous avons dans le pays de nous diviser, je ne sais pas à quelle fin, je ne comprends pas. S'ils pensent que Limbi Lobé est quelqu'un qui ne devait pas faire ci, ils n'ont qu'à aller contacter les chefs Sawa. Que les chefs Sawa soient avec une déclaration. Monsieur Limbi Lobé qui est là quand parler pour nous les Sawa. On ne le respecte pas. Le Cameroun a des lois. Ouais, si quelqu'un estime que Limbi Lobé a eu des... Ils n'ont qu'à aller le voir. Mais moi, qui réponds là, si je commence maintenant parce que quelqu'un n'est pas aimé par les autres, il faut. Et d'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui le disait aux Américains, qui lui reprochait d'avoir des liens avec le Cuba. Il a dit, il n'y a pas une loi qui dit que l'ennemi mes amis sont mon ennemi. Non. Je pense que, s'il vous plaît, il faudrait que nous ayons un langage de rassemblement pour tout le monde. Limbi Lobé est un Camerounais. Le commissaire Zogo est un Camerounais, vous m'avez rencontré, Voilà, on cause. Et bien d'autres, voilà, j'ai pu rencontrer. Je sais que vous êtes étonné, je dois confesser que les plus grands amis de notre famille ont toujours été les gens de la laitier. Et je suis fier et honoré d'avoir été reçu par mon aîné, le président. Voilà, donc voilà. C'est un plaisir de voir. Et j'ai dit aux Camerounais que vraiment... Le dernier message, Anguise, n'est-ce pas, pour conclure, pour boucler cet entretien très riche. Aux Camerounais, ce qui va nous sauver, c'est nous rassembler. On est à une période critique. Comment ça se fait qu'on s'insulte dans l'opposition et l'État fonctionne comme il fait? Je ne sais pas. Nous buvons le poison en espérant que c'est le voisin qui va mourir. Non. Ça ne marche jamais. Mettons-nous ensemble pour notre pays. Oublions tous ces petits détails-là. On va se mettre ensemble. C'est en discutant qu'on va cheminer ensemble. C'est pas en disant que celui-là, on ne touche pas. L'autre là, on ne touche pas. On va faire ensemble. Donc, mon frère, commissaire, merci beaucoup. Je connais votre combat. Merci. Un combat noble. Je suis honoré. Et je sais que, n'est-ce pas, le moment viendra où je prends l'avion et tu vas au pays fièrement. Et ce moment n'est pas loin. Dès que le président gagne, le lendemain, voilà. Je suis de retour au Cameroun. Mais tu vas prendre un vol de nuit. Comme ça, le matin, tu es là quand c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon président. Merci, je vais vous libérer. Ok. Et là, on n'oublie pas ce document qui a tout. Vous pouvez dire aux Camerounais qui nous suivent de quoi il s'agit? Il s'agit d'un document qui résume qui je suis et pourquoi je vais être président. Vous allez voir les 8 piliers dedans. Et, n'est-ce pas, et aussi, non seulement les 8 piliers, vous aurez aussi les 5 priorités pour les 100 premiers jours. Merci. Si vous voulez une copie de ça, écrivez au commissaire Zogo, il va vous envoyer une copie électronique. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui attendent encore d'être reçus par le président. Je vais le libérer. L'agenda est surchargé. Il m'a fait l'honneur, n'est-ce pas, de m'accorder en exclusivité cet entretien. J'en suis honoré. Merci, président. C'est moi.
Alors, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien. Très bel échange, très riche. Le président Hakainde Mouna a répondu à cœur ouvert à toutes les questions et j'ose espérer qu'il a levé toutes les zones d'ombre qui planaient encore. Nous allons amplifier la campagne du président Hakainde Mouna et dans les prochains jours, nous allons monter en puissance. Vous avez demandé au commissaire junior Zogo, le Zigli, l'enfant terrible de Kalaminkou, quel est le candidat qu'il soutenait. L'heure est donc venue. Vous êtes inscrit massivement sur les listes électorales de confier le destin du Cameroun à quelqu'un de votre choix. Le professeur Hakainde Mouna, le président Hakainde Mouna se propose, n'est-ce pas, de bénéficier de vos suffrages pour changer le Cameroun ensemble dans la paix, le calme et la tranquillité. Cet entretien reste historique, enregistrez-le, c'est le début d'une longue marche vers la victoire finale avec le professeur Hakainde Mouna. Il est temps qu'un compatriote anglophone dirige sur le Cameroun, qu'on essaye un nouveau leadership. Merci à vous.